début de semaine à tous, merci de suivre ce journal. Au sommaire, Kinshasa a connu ce 7 août 2017 quelques scènes de violence dans différents quartiers. Les hommes en bandeau rouge ont surgi presque de partout, se présentant comme des adeptes de Boudou Diamayala pour terroriser la population. Des blessés ont été enregistrés, mais aussi des morts, mais il n'y a pas encore de bilan officiel. Le vice-premier ministre de l'Intérieur annonce des sanctions contre tout ce qui appelle à la désobéissance civique et aux journées villes mortes. Pour Emmanuel Ramazani Shadari, ces derniers seront traités comme des bandits. Et les avis de la population de Kinshasa interrogés ce lundi sur les villes mortes annoncées déjà pour ce 8 et 9 août sont partagés. Si certains estiment que c'est une bonne forme de pression, les autres par contre pensent que c'est rendre plus difficile leur quotidien. Et puis en sport, le FC Renaissance est toujours sous sanction de la Lina Foot. Par conséquent, l'équipe jouera encore à la division inférieure. Constant Omari, président de la FECOFA, qui soutient cette sanction, a rappelé que la fédération sera encore plus sévère envers les responsables directs de club. Des coups de feu ont été entendus ce lundi matin dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Anjili, partie est, à Lupen et Silemba au partie ouest de la capitale, mais aussi à Makala et Matete. Selon les témoins, des affrontements ont eu lieu entre la police et les éléments en bandeau rouge présentés comme des adeptes de Boudou Diamayala du député national Nemwana Semi. Certains centres hospitaliers qui ont joint à Top Congo FM donnent, bien qu'en grève, les premiers soins aux nombreux blessés, parmi lesquels des forces de l'ordre. À Selembaou, l'on a appris la mort du major du Souciat de la commune tué par ces éléments. Selon Top Congo FM, des accrochages auraient aussi lieu à Mwanda, sur le littoral, dans la province du Congo central. Aux dernières nouvelles en notre possession, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, a fait le tour de ces différents sites secoués par ces présumés adeptes de Boudou Diamayala. Désormais, ceux qui appellent à la désobéissance civique et aux journées villes mortes seront traités comme des bandits des grands chemins. Ces propos sont du vice-premier ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, tenu le week-end dernier devant près de 1000 chefs des rues de Kinshasa. Au sorti de cette réunion, le patron de l'Intérieur a fait savoir qu'il a été donné des instructions très claires aux chefs des rues d'être vigilants, d'être en contact permanent avec les populations qu'ils encadrent et de ne pas céder aux manipulations. Aux délinquants, Emmanuel Ramazani Shadari a demandé aux chefs des rues de les transférer aux autorités compétentes. Le ministre appelle aussi délinquants ceux qui appellent aux journées villes mortes. Ils seront traités comme des bandits, a-t-il ajouté. À ce point de vue du ministre, l'opinion est départagée. Pour certains qui nous ont rencontrés, les villes mortes sont une expression démocratique de revendication quand la bonne marche du pays est mise en mal. Moi, je suis pour cette journée parce que c'est une expression. Il y a, dans la démocratie, il y a le pouvoir et l'opposition. Si le pouvoir organise quelque chose, la journée, on appelle ça journée spéciale. Mais si l'opposition parle de journée ville morte, c'est une expression démocratique. Ils doivent s'exprimer. Pour d'autres, par contre, ces journées ne profitent en rien à l'économie du pays et des citoyens. Elles nuisent au contraire au trésor public et à la vie quotidienne des paisibles citoyens. Je suis un chauffeur de taxi. Aujourd'hui, il n'y a pas de clients. Qu'est-ce que je paierai à mon patron? Tout ça parce que les opposants ont appelé à une ville morte. Ils sont en erreur et vivent dans les meilleures conditions. Tandis que nous ici, nous peinons pour survivre. Je suis un taximan moto. Sans course au quotidien, je ne saurais vivre. Appeler à une ville morte, c'est me détruire et ma famille. Les politiciens n'ont qu'à s'entendre pour nous aider à vivre aisés sans cette paralysie économique. Ici de rappeler que les mises en garde du vice-premier ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, interviennent alors que le rassemblement est limité, compte lancer au cours de ces mois d'août une série de journées villes mortes déjà ces 8 et 9 août. Ce, en vue de contraindre la CENI à organiser les élections à la fin de cette année.
C'est dans une correspondance adressée vendredi 5 août dernier au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, que le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambwe Mwamba, a demandé d'autoriser aux magistrats qui les désirent le port d'armes de petit calibre, ce conformément à l'article 19 de leur statut. Le but est de sécuriser les magistrats ainsi que les lieux dans lesquels ils travaillent, vu que le mois dernier ont été marqués en RDC par de multiples attaques des maisons carcérales, des commissariats de police, des offices du ministère public, mais également par l'agression d'un magistrat à Lubumbashi par des inconnus dans des conditions non encore éclairées. Du reste, dans sa correspondance, Alexis Tambwe a sollicité du vice-premier ministre Emmanuel Ramazani Shadary le renforcement de la sécurité des cours et tribunaux et parquets du pays. Tony Cassius Bolamba n'a pas été débarqué de l'avion le week-end à l'aéroport international de Njili. Le gouverneur de la province de l'Équateur a démenti catégoriquement l'information donnée aux médias par le président de la société civile de l'Équateur, selon laquelle il a été empêché de regagner sa province le samedi dernier. Présent à Kinshasa depuis près de 2 mois, le gouverneur Bolamba précise qu'il était dans ses audiences et rendez-vous de travail au moment où on le voyait embarquer à l'aéroport, donc il n'y était pas, à moins qu'il ait le don de l'ubiquité. Tony Cassius Bolamba souligne que sa présence à Kinshasa se justifie par le fait qu'étant homme d'État, il doit s'entretenir avec certaines autorités du pays. La République est partout, a-t-il insisté, tout en reconnaissant qu'il y a certaines activités qui tournent au ralenti faute de son absence. Tony Cassius Bolamba se veut rassurant. Pour lui, tant que ses administrés, représentés par l'Assemblée provinciale de l'Équateur, lui font toujours confiance, il poursuivra sans désemparer sa mission, celle notamment de relever la province de l'Équateur par son électrification, bref, l'amélioration des conditions sociales. Plus de 800 cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les ONG féminines du Kasaï depuis le mois d'août 2016. Ces structures se disent déterminées à étendre la lutte contre les violences faites à la femme. Ces violences ont augmenté dans la région suite aux affrontements entre les forces de sécurité et les miliciens se réclamant du chef coutumier Kamwina Nsapu. Selon Nathalie Kambala, secrétaire exécutive de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement du Kasaï, près d'une centaine de femmes ont été victimes de violences sexuelles lors de ces troubles. Parmi les femmes violées, 41% sont des mineurs et 28% sont âgées de 25 à 35 ans. Les secrétaires de cette ONG déplorent par ailleurs les conséquences socio-culturelles des violences sexuelles dans cette partie de la RDC. Ces ONG féminines ont aussi lancé plusieurs manifestations de sensibilisation contre ce phénomène à Kananga, dans les Kasaï central, avec l'objectif de les étendre dans les autres entités du Grand Kasaï. À cette initiative, plus de 1000 femmes ont manifesté vendredi dernier devant les sièges du gouvernement provincial à Kananga. Elles exigeaient l'implication des autorités dans la lutte contre les violences sexuelles. La matinée de ce lundi 7 août 2017, l'IEC était en effervescence. Étudiants, corps académiques et autres ont manifesté la joie de revoir l'équipe Bangala reprendre le travail. Ce comité de gestion de l'IEC Gombe a repris officiellement ses fonctions après avoir été suspendu en juillet dernier par le ministre de l'Éducation Steve Mbikai. Le comité Bangala a été donc réhabilité par un autre arrêté du dit ministre sur instruction du Premier ministre Bruno Tshibala. Rappelons que Steve Mbikai reprochait à l'équipe Bangala d'avoir privatisé la perception des frais académiques. Cependant, des voix se sont levées pour contester cette suspension sans enquête de ces administrateurs de l'IEC qui visiblement ont fait renaître de ses cendres cet institut jadis reconnu pour ses antivaleurs. Aujourd'hui, l'IEC Gombe peut être compté parmi les établissements de l'enseignement supérieur exemplaires. Avec cette réhabilitation de l'équipe Bangala Mapapa Augustin, les étudiants espèrent voir les choses évoluer, surtout en ce qui concerne leur collation de grade académique de la première session annulée le 31 juillet 2017. Pas de dialogue entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord avant l'arrêt des tirs de missiles par Pyongyang. C'est ce qu'a dit le secrétaire d'État américain Rex Tillerson lundi 7 août à Manille, aux Philippines, en marge d'un forum régional. Rex Tillerson a estimé que la nouvelle volée des sanctions infligées à Pyongyang démontrait que la planète avait perdu patience face à ses ambitions nucléaires.
Le chef de la diplomatie américaine a souhaité que Washington ne pourrait dialoguer avec Pyongyang que s'il suspendait son programme balistique. Or, du côté des Nord-Coréens, les autorités disent n'avoir aucune intention d'arrêter les tirs de missiles balistiques. Le secrétaire d'État américain a toutefois laissé entrevoir la perspective que les émissaires américains puissent un jour s'asseoir à la même table que les responsables nord-coréens pour éviter l'escalade. Par ailleurs, reste Tillerson s'est refusé de dire quand un tel dialogue pourrait se tenir, ni combien de temps devrait durer la pause. Il convient de rappeler que ces déclarations américaines ont été faites au lendemain d'une rencontre dans la capitale philippine entre les chefs de la diplomatie des deux Corées. Au cours de cette réunion, les Nord-Coréens n'ont montré aucun signe que leur pays a été intimidé par de nouvelles sanctions de l'ONU contre les tirs de missiles balistiques. Le FC Renaissance du Congo jouera au pas à la Linafoot l'année prochaine. Le président de la FECOFA, Constant Omari, a clos le débat en montrant que le FC Renaissance du Congo ne jouera pas à la Linafoot, mais sera relégué bel et bien à l'EPFKIN. C'est depuis le mois de juin dernier que le FC Renaissance du Congo a été exclu du championnat national de la première division suite aux désordres survenus après le match face à l'As Vita Club au Stade des Martyrs. Depuis la tombée de cette sanction, le FC Renaissance du Congo a introduit en recours à la Fédération congolaise de football association. Cette démarche du club a suscité des polémiques auprès des supporters. Certains d'entre eux disent que le club retourne à la Linafoot et d'autres soutiendraient la relégation du club. Par ailleurs, depuis le dépôt de ces recours, la Fédération congolaise de football association est restée muette jusqu'au samedi 5 août. Au cours de la cérémonie de remise des brevets aux meilleurs athlètes de la saison 2007-2017, le président de la FECOFA, Constant Omari, a fait savoir qu'il encourageait cette sanction qui a commencé avec les arbitres, quelques dirigeants et qui devrait s'étendre à d'autres responsables directs des clubs accusés de corruption des arbitres. Il souligne par la même occasion que la FECOFA va serrer encore plus la saison prochaine en vue de maintenir le cap sur le rythme du championnat. Il est à noter que cette cérémonie des remises des brevets aux meilleurs de la saison 2016-2017 a primé comme équipe fair play As Dibumba de Chikapa, comme meilleur buteur Ben Malango de Tout-Puissant Mazembe avec 18 buts, comme meilleur gardien Lokong de l'As Vita Club, en tant que meilleur espoir Shadrack Muzungu de l'As Vita Club et en tant que meilleur entraîneur Pamphile Miayo du Tout-Puissant Mazembe et enfin comme meilleur joueur de la saison Ricky Toulengi du DSMP. Voici l'essentiel de ce journal. Kinshasa a connu ce 7 août 2017 quelques scènes de violence dans différents quartiers. Les hommes en bandeau rouge ont surgi presque de partout, se présentant comme des adeptes de Boudou Diamayala pour terroriser la population. Des blessés ont été enregistrés, mais aussi des morts, mais il n'y a pas encore de bilan officiel. Le vice-premier ministre de l'Intérieur annonce des sanctions contre tout ce qui appelle à la désobéissance civique et aux journées villes mortes. Pour Emmanuel Ramazani Shadari, ces derniers seront traités comme des bandits. Et les avis de la population de Kinshasa interrogés ce lundi sur les villes mortes annoncées déjà pour ce 8 et 9 août sont partagés. Si certains estiment que c'est une bonne forme de pression, les autres par contre pensent que c'est rendre plus difficile leur quotidien. Et puis en sport, le FC Renaissance est toujours sous sanction de la Linafoot. Par conséquent, l'équipe jouera encore à la division inférieure. Constant Omari, président de la FECOFA, qui soutient cette sanction, a rappelé que la fédération sera encore plus sévère envers les responsables directs de club. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous, c'est pour très bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce lundi 7 août, sélectionnés et résumés pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette « UDPS, enfin Valentin Moubaké se prononce ». L'ex-conseiller politique de feu Étienne Tshisekedi plaide pour un conclave devant réunir tout le monde pour remettre sur pied le parti. Valentin Moubaké, figure de proue de l'UDPS, à l'étroit depuis sa rencontre controversée avec le président Kabila, prône désormais l'unité du parti. L'ex-conseiller politique de feu Étienne Tshisekedi a le samedi
5 août, exprimé le vœu de voir se tenir un conclave de l'UDPS réunissant tout le monde, y compris les anciens, pour mettre debout le parti d'Etienne Tshisekedi. À ce jour, dit-il, depuis que le président Etienne Tshisekedi est mort, personne ne peut aujourd'hui dire qu'il est le président de l'UDPS, ni sur le plan statutaire, donc juridique, ni sur le plan politique. C'est la raison pour laquelle nous préparons le conclave qui va réunir tout le monde, pas celui que Tshibala a lancé, parce que notre objectif du conclave, c'est de mettre debout l'UDPS pour affronter ce pouvoir, a-t-il souligné. Et de conclure, je ne crois pas que Tshibala peut être des nôtres en mettant l'UDPS debout pour affronter le pouvoir auquel il appartient. Le journal poursuit, initiative que le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya, n'accorde aucune importance, car, dit-il, ces personnes ne peuvent engager en aucun cas l'UDPS, car étant déjà été exclus. L'UDPS prépare un congrès, mais celui-ci interviendra après les obsèques de son historique président, Etienne Tshisekedi. Ce congrès aura entre autres comme mission désignation de nouveau président, choisir un candidat à la présidentielle et redynamiser le parti dans la perspective des élections générales. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa une Bruno Tshibala à la classe politique, exit, réconciliabule, cap sur les élections. Selon le Premier ministre, après que les acteurs de la scène nationale ont abondamment parlé, c'est le scrutin qui viendra régler les questions des ambitions des uns et des autres. Le Premier ministre Bruno Tshibala a envoyé un message clair à ceux des Congolais qui hésiteraient encore, notamment l'ensemble de la classe politique, celui de comprendre que les discussions, les dialogues, tout cela est derrière nous. Désormais cap sur les élections. Le chef du gouvernement l'a dit samedi 5 août à l'occasion de son enrôlement au centre d'inscription de l'Alliance franco-congolaise dans la commune de Limba à Kinshasa. À l'issue de son identification, Bruno Tshibala a affirmé sa ferme détermination à conduire le peuple congolais aux meilleures élections de son histoire. Bouclons cette lecture de journaux avec Congo Virtuel qui titre à sa une « Violence au Kasaï ». Comme Global Witness, Genève publie un rapport bidon. Très récemment, l'ONG internationale Global Witness a publié un rapport controversé contenant des données sans aucun rapport avec celles que Litié lui avait remises. Tout simplement parce que Global Witness avait omis de remettre à Litié le draft de son rapport pour avis de conformité des données avant publication. Un peu comme Global Witness, le Haut Commissariat des Nations Unies a lui publié un rapport parvenu à Kinshasa pour avis mais rendu obsolète après la décision de la désignation de 3 experts pour accompagner les enquêtes en cours en RDC. Mais des bonzes des droits de l'homme à Genève, dont Scott Campbell, chassé de Kinshasa dans une affaire similaire, des rapports controversés, ont choisi d'en découvrir bestialement avec Kinshasa. Ce n'est certainement pas de sitôt que l'on cessera de parler du tout dernier rapport d'enquête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violences qui ont secoué l'espace kassaïen. En plus de l'analyse que congovirtuel.org en a fait dans une première publication de ce samedi 5 août 2017, de nouveaux éléments d'information viennent mettre au grand jour la supercherie qui a caractérisé la démarche de Genève qui a publié un rapport rendu obsolète et inopportun à la suite de l'évolution observée fin juin dernière lors de la 35e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Tout dans cette démarche rappelle l'affaire récente de l'ONG Global Witness qui a publié un rapport sur la RDC sans soumettre son rapport à Litié pour avis sur les données reçues de ce dernier avant publication. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti.
ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élection apaisée, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.